Sens de la visite, Le monde de l'art dans vos oreilles. saison 4, Épisode 50, en collaboration avec le Domaine national de Chambord. par Lisa et Jérémy Thomas. Et on va commencer cette nouvelle saison par une question très simple. Si on vous dit Chambord, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? A priori, sans jouer au mentaliste, je pense que vous êtes en train de visualiser intérieurement un château. Et c'est bien normal. Emblème de la Renaissance, le château de Chambord, c'est une silhouette reconnaissable entre mille, une renommée internationale et surtout un chef-d'œuvre architectural. Construit à partir de 1519, de l'imagination de François Ier et très sûrement inspiré par Léonard de Vinci. Mais Chambord, ce n'est pas uniquement le château. C'est aussi, tout autour, un immense domaine, avec un village, des fermes et une forêt à perte de vue qui abrite un réservoir exceptionnel de faune et de flore. Au total, 5540 hectares de superficie. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de Paris intramuros. Et accessoirement, le plus grand parc forestier clos d'Europe, avec des portes pour y entrer et un mur d'enceinte de 32 km de long. C'est à l'ombre de ce mur que nous nous sommes posés avec nos micros, car c'est bien lui le personnage central de cet épisode. Voulu dès l'origine par François Ier pour préserver le domaine, ses premières pierres ont été posées il y a presque 500 ans. Il fut terminé près d'un siècle plus tard pour prendre sa configuration actuelle. Et être classé, aujourd'hui, monument historique. Conçu pour durer, il est resté debout toutes ces années, jusqu'en 2016. Quand des inondations dévastatrices lui ont causé d'importants dégâts. En réponse, il fallait un sauvetage à la hauteur de son histoire. Alors, en 2020, le Domaine national de Chambord décide de lancer la restauration du mur, mais avec la volonté que ce soit aussi un chantier d'insertion et d'inclusion. Ils ont donc fait appel à l'association Actavista, dont c'est la mission depuis plus de 20 ans. Aider des personnes en situation de fragilité et de précarité à se réinsérer en les formant au métier de maçon du bâti ancien, directement sur des chantiers de restauration du patrimoine. Et avec, si tout se passe bien, au bout de 10 mois, un diplôme à la clé. Ainsi, depuis 3 ans maintenant, tous les matins, à la lisière du domaine, arrivent près du mur des personnes de tous horizons, venues ici pour apprendre les gestes de restauration du patrimoine historique auprès d'artisans qualifiés. Très souvent étrangers, ils ont fui des pays en guerre ou en souffrance pour commencer, ici, à se reconstruire. Voici donc l'histoire de ce chantier et d'un mur qu'on restaure. Tu laisses comme ça, après tu fais l'enduit, tu fais le sable propre avec les champs, Ouais. tu mets une couche, c'est Voilà. Oui, ça va, ça c'est va. ça. Oui, c'est ça. Exactement. il y a l'enduit chaque côté, devant et après il y a le couvrage. Après, on fait le couvrage. C'est là. Voilà, exactement. Toujours on regarde les plans comme ça, Ah oui, vu de dessus. après tu regardes l'enduit, c'est où, tu mets l'enduit. Donc là, après, tu vas gratter. Voilà, oui. Il Ça s'appelle gratte la juste louche. ça pour sortir les pierres. D'accord. Et le code, 52. Comme pour un petit jardin. Voilà, comme ça, oui, exactement. Ouais, c'est beau. Hein. Oui, c'est bien. Quand est-ce que l'examen ? Le mois prochain. Le mois prochain. Le mois prochain, oui. Sur le chantier, certains salariés qui sont là depuis 9 ou 10 mois, ils ont pris confiance en eux. Et les nouveaux, ils les chapeautent. Entre eux, ils vont s'aider, ils disent « Ah bah non, fais pas comme ça, Enfin voilà. Et là, je laisse faire. Je laisse faire parce que c'est toujours de la bienveillance et c'est vraiment positif, quoi. Mais toujours, quand on enseigne avec bienveillance, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, ce qu'on donne, on le reçoit, quoi. C'est interactif. David Boffy, encadrant technique, formateur pour Actavista, BAO Formation et chef de chantier sur le mur d'enceinte du domaine de Chambord. Qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement sur ce chantier ? Eh bien, il y a 2 actions. Il y a l'action chantier, donc sur le mur, qui se passe avec Franck, mon collègue, et sur le plateau pédagogique, où là, mon objectif, c'est qu'au bout de 10 mois, ils sachent comprendre un plan, mettre en œuvre ce qu'on leur demande à l'examen, c'est-à-dire la taille de pierre, construire un mur en moellon, faire des enduits, apprendre le métier de maçon bâti ancien. Quels sont presque les premiers mots que vous dites aux salariés quand ils arrivent sur le chantier ? Le premier jour, on leur donne les consignes, comment on fonctionne sur le chantier, savoir être, savoir vivre. Et je commence tout de suite à présenter l'outillage.
ce que c'est qu'une pelle, ce que c'est qu'une truelle, comment on réalise le mortier, prérequis pour pouvoir après être sur le chantier. Quelle est votre formation à vous? Alors, à la suite de 2 années de fac à Strasbourg, j'ai tout arrêté pour être tailleur de pierre. Et j'ai connu donc le compagnonnage qui m'a intéressé. Et j'ai fait donc mon tour de France pendant plus de 7 ans. Voilà, en taille de pierre. Et j'ai évolué à peu près à tous les postes. Et puis, j'ai pas mal bougé. Paris, Marseille, Orléans, Bordeaux. Je suis parti aussi travailler à l'étranger, en Toscane, au Caire et en Suisse. Et puis, je suis parti aussi en Martinique, 3 ans, m'occuper d'un atelier. Et en 2008, il m'arrive un accident de travail. Donc je me suis réorienté vers la formation en disant que la transmission c'est quand même important, autant que ce soit chez les compagnons que dans le monde professionnel. Et c'est ce qui m'a amené chez Actavista sur le domaine de Chambord en septembre 2020. Du coup, vous avez beaucoup voyagé et là, aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup de nationalités sur le chantier d'ailleurs. Oui, mais c'est ce qui est intéressant. Enfin, c'est des vraies aventures, quoi. Hein. De réfugiés, de gens qui ont quitté leur pays en guerre pour s'en sortir, pour apprendre un métier, et puis avec un échange culturel qui est intéressant, quoi. C'est l'intégration par le travail, mais aussi par la langue. Donc déjà, on pose des règles, les jalons, c'est déjà on parle français sur le chantier. Et comme ça, au bout de 10 mois, on voit vraiment un progrès notable au niveau de la langue, quoi. Ce qui lève des freins pour le travail, c'est important. Et ça fonctionne. Quelle est la part de mots et de gestes quand vous transmettez? Je leur montre déjà comment on fait, et ensuite je les laisse pour qu'ils soient autonomes. Je ne fais pas à leur place. Ils ont le droit de se tromper. Au contraire, hein, on apprend de ses erreurs. Après, je remédie dans le sens où, attention, tu fais une erreur ici, on essaie de faire en sorte que l'ouvrage soit bien monté, de niveau, d'aplomb. Je les accompagne. Je suis à leur côté, et avec ça, voilà, on arrive à bâtir des belles choses. Dans les règles de l'art. Des règles de l'art, oui. Notre action, elle est déjà dans la bienveillance, hein, donc on n'est pas formateur si on n'a pas envie de transmettre et puis de voir évoluer les gens. On a 2 salariés issus de notre formation Actavista qui sont actuellement employés dans une entreprise de monuments historiques, en tant que maçon bâti ancien. Donc là, c'est gagnant-gagnant, autant pour l'entreprise que pour nous, la satisfaction de voir des gens qui avaient du mal à s'exprimer en français, qui au bout d'1 an comprennent les consignes, et puis derrière, qui décrochent un job et les retours sont positifs de l'entreprise. C'est la satisfaction de mon travail, ça. Voilà. Après, moi, j'ai fait le compagnonnage. Ça fait partie de l'ADN, on va dire, compagnonique. Il y a toujours une transmission. Voilà, je continue mon rôle de compagnon, mais au sein d'Actavista, avec des gens qui sont des réfugiés en majeure partie, quoi. Et ça, c'est... ça m'en... Je suis heureux, quoi. Je suis plus satisfait pour eux que pour moi, en fait. C'est ça, c'est ça, quoi. Ça n'a pas de prix, ça. Si le salarié, dans 10 ans, il va passer devant le mur, il pourra dire « Ah, j'étais là ». On laisse une trace, c'est-à-dire qu'on va travailler de ses mains, et à la fin de la journée, on voit ce qu'on a réalisé. Comme l'ont fait les anciens tailleurs de pierre ou maçons au sein du patrimoine, quoi. C'est quand même... je crois que c'est important dans les métiers manuels. Au pied des échafaudages du chantier qui entoure le mur, nous avons rencontré Abdul Fattah. Salarié depuis 10 mois et sur le point de finir sa formation avec Actavista. Je travaille 5 jours sur le mur et 2 jours on fait du plateau technique pour faire une maquette. D'abord on commence, on amène tout le matériel, les morteaux, les pelles, tout ça on amène ici. Et après, si le mur il a besoin de monter, on démonte. Après, on fait la nivelée pour les maçonneries. Et on fait quand même avec les malons, on charge le sable. Et quand on finit la maçonnerie, après on fait le enduit. Avant de venir ici, je ne sais rien de maçonnerie, mais depuis quand j'arrivais ici, je prends beaucoup de choses. Donc c'est bon. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Avant, j'ai travaillé en France dans l'agriculture, ramasser les fraises, les courgettes. Et de quel pays vous venez ? Je viens d'Érythrée. J'ai quitté là-bas, ça fait 7 ans. Je suis en France depuis 2017.
toujours j'habite à Blois. Et vous parlez très bien français. Oui, parce qu'avant je ne connais pas, mais depuis que j'arrive en France, j'ai fait l'école. Donc après, ça va. Et plus aussi, on parle toujours avec le chef français. Ça va m'aider aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous passez une journée ici? J'aime bien ça parce qu'ici on a travaillé avec l'équipe. Donc on est tous bien. Parce qu'ici il y a beaucoup de nationalités, mais on travaille dans l'équipe, c'est comme une famille en fait. Toujours on discute, si quelqu'un si tu as besoin d'aide, tu demandes à ton collègue, ça va aider. Parce que des fois il y a quelqu'un qui comprend plus vite que toi. Et donc si quelqu'un il vient pour aider, on ne dit pas non, pourquoi tu fais ça, non. On écoute. Donc c'est bon. Vous faites pareil les gars, je vais aller chercher d'autres suyettes pour mettre au milieu du mur. En dessous, première? Non, Ah haut. Non, là, tu peux le commencer la première en haut. Hein. Commence en haut. Ouais. C'est comme on a 18 mètres et sur 18 mètres, tu vois, le mur il est un peu enfoui là. Du coup, faut replaquer au milieu pour suivre le mur. Il y a une tradition qui se fait chez les tailleurs de pierre, quand il y a des grands ouvrages ou quand il y a une équipe, c'est de laisser un petit mot dans une bouteille qu'on noie dans la maçonnerie. Et sur le mur, on a réalisé dans le couronnement, noyé dans la maçonnerie, et la première tranche, donc sur les 300 mètres, on a mis une bouteille avec le nom des salariés, la date, en disant qu'on resterait le mur de Chambord à telle date, et voilà. Et donc on laisse une trace pour les archéologues du 21e, 22e siècle, je sais pas, la prochaine restauration. C'est pas une bouteille à la mer, c'est une bouteille dans le mur. Voilà, c'est ça, exactement. En voyant l'attention que prêtent les ouvriers à ce mur d'enceinte, on comprend qu'il est chargé d'histoire. Pour nous la conter, nous avons traversé la forêt et retrouvé à l'intérieur du château Virginie Berdal, historienne passionnée et chargée de recherche au domaine national de Chambord. Le mur de Chambord est construit en moellons de pierre du pays et mortier de chaux. C'est un mur qui a été voulu par François Ier, dès qu'il commence à constituer un grand domaine de chasse autour du château. En fait, dès 1523, lui-même va sur le site, sur le terrain, et il plante des piquets de bois. Au départ, Chambord a pour enceinte des piquets de bois qui sont partie pourris, partie arrachée quelques années plus tard. Et il en profite, puisque les travaux d'acquisition des terres pour constituer Chambord n'arrivent pas au bout, pour agrandir à chaque fois qu'il revient, en fait, ce territoire, ses limites. Et finalement, à partir de 1542, il a commencé à stabiliser le territoire de Chambord. Il a réussi à annexer des terres en les achetant à des propriétaires privés. Et donc, il peut commencer à bâtir une enceinte maçonnée. Ce mur, il est destiné à la fois à éviter les intrusions dans le parc de Chambord, alors des intrusions de prédateurs, je pense par exemple aux loups, mais aussi à des intrusions humaines, puisqu'on veut réserver l'usage du parc de Chambord au roi. C'est un domaine des plaisirs du roi. On n'a plus le droit de venir y couper du bois, on n'a pas le droit d'y ramasser des champignons ou de venir faire packager les animaux. Donc il est destiné à être une vraie limite. Et en même temps, on veut aussi, bien sûr, confiner dans cette enceinte les grands animaux qui vont ensuite être chassés par le roi et sa cour lors des séjours royaux. Alors cette construction, elle ne se fait pas sans mal, parce que finalement, la population locale voit d'un très mauvais œil cette enceinte qui coupe d'anciens chemins qu'elle a l'habitude d'emprunter et qui vient aussi l'empêcher d'avoir ses usages de la forêt très anciens, comme celui de couper du bois, rien que ça pour se chauffer. Donc on a des délinquants qui, nuitamment, comme on nous dit dans les archives, viennent détruire ce qui s'est bâti dans la journée. Alors on nous dit qu'il y avait des trous qui laissaient passer des chariots entiers. Donc c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'on commettait des brèches à ce point-là. Et la Chambre des comptes de Blois demande aussi à la population locale en fait, d'être responsable de la surveillance du mur de clôture. Le mur de clôture, il est fini d'abord dans la partie nord du parc, c'est-à-dire entre la porte de la Chaussée-le-Comte et le site qu'on appelle la Plante aux Loups, qui est pas très loin de la ferme de la Gabillère. Mais toute la partie sud du domaine n'est pas fermée d'un mur. Alors d'abord parce qu'il y a une forêt, et puis en même temps, François Ier décède. Et il faut attendre le XVIIe siècle pour que l'enceinte maçonnée de Chambord soit enfin terminée. On est à l'époque de Gaston d'Orléans. C'est le frère de Louis XIII. Il veut complètement fermer son domaine pour pouvoir contrôler la présence de grands animaux et de petits gibiers aussi en son sein. Donc il fait terminer le mur et il coupe justement cette forêt de Boulogne au sud. C'est assez étonnant de voir ça. On est dans la forêt de Boulogne et d'un coup, on a un immense mur qui est le mur du parc de Chambord qui apparaît. Et ce qui est formidable, c'est que Chambord a su conserver les dimensions qu'il a depuis le XVIIe siècle, tel que François Ier l'avait désiré et tel que Gaston d'Orléans l'a terminé. C'est un domaine qui n'a plus jamais évolué.
Et aujourd'hui, on restaure le mur, toujours avec les techniques anciennes, les matériaux anciens, pour respecter visuellement ce que François Ier avait voulu construire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que François Ier voulait concevoir autour de ce château un environnement, un domaine clos, parfait, avec des paysages variés, avec de l'eau en abondance, avec du gibier suffisamment nombreux pour qu'on puisse observer la nature et s'en extasier, et en même temps passer du bon temps à la chasse, ce que l'on désigne par le mot plaisir à l'époque. Donc Chambord, c'est une utopie totale, complète. Quand on est à Chambord, on est dans un autre monde, on est dans un monde idéal de la Renaissance. Alors on peut même repartir dans l'Antiquité, dans la Perse antique. Les rois sassanides et achéménides disposaient de grands domaines clos tout autour, ce qui a donné le mot perideissa, c'est-à-dire paradis. Ces perideissa, ces paradis, ont donné ensuite le paradis de la Bible, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Donc on peut dire que Chambord est le paradis de François Ier, véritablement. Paradis clos tout autour. Et puis c'est aussi cette grande ambivalence, la liberté et en même temps le confinement. C'est pour ça que Chambord a toujours eu ces deux images aussi. Sans doute que les gens qui habitaient autour étaient assez fiers d'avoir près de chez eux un lieu comme celui-ci. Et dans le même temps, c'est un lieu réservé. On ne passe pas le mur. Parce qu'il faut systématiquement favoriser la présence du gibier. C'est l'essentiel. Le roi veut avoir du gibier quand il vient à Chambord. Vous voyez, on impose à la population locale un lieu dont on ne peut pas bénéficier et qui impose des règlements très stricts qui contraignent la vie de tous les jours parce qu'il faut favoriser le roi lorsqu'il viendra. Et il vient rarement. Donc on aime et on déteste Chambord. Le fait d'y travailler tous les jours, de me passionner pour son histoire, pour des projets qui lui permettent d'être restaurés, conservés, d'être partagés avec le public, fait qu'inévitablement, on se sent de plus en plus passionné, on a envie d'y rester, on a du mal à en partir. Donc on y vient comme si c'était un refuge. Et en plus, il a un peu une emprise sur nous. On le prend un peu pour un enfant dont on devrait prendre soin ou une personne âgée. Je ne sais pas, il a une relation assez exceptionnelle avec le lieu de Chambord. Quand on entre dans le domaine, on en repart très difficilement. Retour près du mur, dans la ferme de la Gabillière, là où Anne Germain, chef de projet emploi inclusion chez Actavista, a installé ses bureaux pour être au plus près des employés du chantier. Les salariés savent qu'ils peuvent me retrouver ici. Je suis là en fait pour les accompagner, pour lever les freins à l'emploi. Donc lever les freins à l'emploi, c'est quoi ? C'est la mobilité. Donc je les oriente vers des organismes qui puissent passer le permis de conduire quand ils en ont envie. C'est aussi les accompagner pour qu'ils soient plus autonomes dans la langue française, donc vers des associations qui donnent des cours de français. Je fais aussi un travail très rapproché avec les assistants sociaux pour les aider à trouver des logements quand ils n'ont pas de logement. Ils viennent aussi spontanément, même quand il n'y a pas de rendez-vous. Ah bah Manaman, j'ai reçu ce papier, et voilà, ils comprennent pas trop. Et un papier de la CAF, un papier de Pôle emploi, de la Sécu ou autre. Et voilà, et je les aide dans leur démarche administrative aussi de manière régulière. Et sur le mur d'enceinte du domaine de Chambord, c'est 12 salariés en insertion, pour la plupart étrangers. Des Soudanais, on a des Afghans, des personnes qui sont érythréennes, on a eu des Irakiens, quelques Français. C'est des personnes qui ont des parcours de vie bouleversants, je dirais. Enfin, certains ont quitté leur pays parce que c'était des pays en guerre, ils ont quitté leur famille, certains sont venus seuls. Des jeunes, on a des personnes de moins de 26 ans qui ont tout quitté, qui sont venues seules en France, qui connaissaient personne. Il y a vraiment toute une vie à reconstruire. Ils repartent de zéro. Certains ont travaillé dans le bâtiment, mais pas que. Souvent, c'est une découverte, la maçonnerie. Et parfois, ça crée des vocations. J'ai en tête un monsieur, un Irakien, qui avait travaillé dans les plateformes pétrolières en Irak. Et donc, il a redémarré toute sa vie ici en France, avec toute la formation qui s'est déroulée ici à Chambord. Il a obtenu son titre pro. Et maintenant, il travaille pour une entreprise de rénovation du bâti dans le Loir-et-Cher. Pour lui, c'était vraiment une révélation, je dirais. Il n'arrêtait pas de nous dire, ce monsieur... Moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de restaurer. Je veux travailler sur les églises et il a travaillé sur, entre autres, l'église Saint-Nicolas à Blois. Et donc, il a eu la chance de pouvoir mettre en avant ses compétences qu'il a acquises lors de son parcours avec Actavista. L'entreprise a été satisfaite, ça a initié une embauche et ça se passe très bien pour lui. Pour info, depuis que le chantier mené par Actavista a ouvert en janvier 2020, 52 salariés en insertion sont venus travailler sur le mur d'enceinte du domaine. Avec 91% de réussite à la certification au titre professionnel de maçon du bâti ancien et un taux de sortie en emploi au-dessus des 40%.
J'ai en tête le parcours d'un monsieur qui a obtenu son diplôme au mois de janvier. Il voulait absolument aller au bout du parcours, obtenir ce diplôme. C'était le premier diplôme de sa vie. C'était un Afghan et c'était un super maçon, ce monsieur. Mais son projet professionnel, c'était de travailler dans la restauration. Et il a fait une immersion en entreprise dans un petit restaurant fast-food. Et puis à la fin de son parcours, je l'ai accompagné pour répondre à des offres d'emploi. Il a commencé avec des petits contrats en extra et maintenant il a signé son CDI. Du coup, c'est une grande fierté, même que les personnes ne restent pas dans le bâtiment ou la restauration du patrimoine, mais quand à la fin d'un parcours, il y en a un qui obtient un CDI ou un emploi de manière générale, c'est chouette, on se dit qu'on a réussi. Je m'appelle Thor Mohamed Chari, je travaille maçonnerie. À côté du plateau pédagogique, nous avons parlé quelques minutes avec Thor, employé en formation depuis 2 mois chez Actavista. Par l'intermédiaire de son histoire et de notre échange, nous avons pris conscience de tout ce que ces personnes, en reconstruction, avaient laissé derrière elles pour venir ici, et à quel point ce chantier était une étape utile sur leur chemin. Ça fait combien de temps que vous êtes en France ? 2018, je vais venir. Et vous venez d'Afghanistan ? Oui, c'est ça, je vais venir d'Afghanistan. Dans quelle ville ? Karkin. Karkin, c'est à côté de Turkménistan. C'est une petite ville ? Oui, c'est petite ville. Petite ville, c'est Karkin. Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous dites, c'est quoi ? Qu'est-ce que votre travail ? Ah, là-bas, moi, je suis musicien. Musicien. Ah oui ? Ah oui. Quelle musique ? Batterie, j'ai joué batterie. Oui, radio aussi, après la sortie d'Afghanistan, j'ai ouvert la radio. Toute la chanteur d'Afghanistan envoyait musique, c'est moi. C'est vous ? Oui, c'est moi. Ça fait 20 années, peut-être 30 années avant. Ah bon ? Oui. Et ça, c'est vous sur la vidéo là, qui jouez de la batterie ? Oui, c'est moi. Hein. Moi, normalement, je suis musicien. Regardez, c'est moi, c'est moi. Hein. Bravo. Vous êtes heureux ici ? C'est quoi ? Are you happy here ? Ah oui, je suis happy. Hein. Je venir ici, j'ai la maison, mais je travaille bien ici. Je garde, travaille avec mon collègue, avec travail, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Merci. Je dois dire que j'étais pas conscient en arrivant, je savais que ce chantier d'insertion existait. J'avais pas conscience qu'il y avait autant de réfugiés politiques. Je savais que c'était un élément de socialisation ou de resocialisation très important. Mais en effet, on imagine le sens que ça peut avoir pour ces personnes qui ont franchi des frontières, qui ont mérité d'être ici, d'arriver ici, pour de bonnes raisons. Des réfugiés politiques qui viennent de Soudan, d'Afghanistan, enfin des pays où l'oppression est forte. Et ils se retrouvent face à un mur de liberté, finalement. Pierre Dubreuil, directeur général du domaine national de Chambord. Nommé à ce poste en janvier dernier, pour lui, le rôle social du chantier et la symbolique du mur d'enceinte sont essentiels au domaine qu'il va gérer. Et cette restauration fait partie de ses priorités. D'abord, ce mur est émouvant parce que c'est le plus grand mur d'Europe et peut-être du monde. Il n'y a pas d'équivalent de propriété close par un mur qui a 500 ans. Donc, quand vous êtes dans la forêt, vous voyez ce mur physiquement, quand vous êtes aux confins, évidemment. Et vous voyez d'ailleurs souvent des animaux qui se réfugient près du mur. C'est soit un endroit très peuplé par la faune sauvage. Si vous voulez voir de beaux et grands animaux, il faut aller vers le mur, souvent. Enfin, ça, c'est un petit secret que je vous donne. Hein. Donc, on a une responsabilité de transmission, finalement, et de contribution permanente à la rénovation de cet édifice qui fait quelques mètres de haut et quasiment 1 mètre de large. Et qui, d'ailleurs, a des fondations qui s'enfoncent dans le sol. Il y a 60, je crois, ou 80 cm dans le sol, 3-4 mètres de haut et 70 cm d'épaisseur. Et donc, cet entretien, on doit y penser en permanence, trouver de l'argent.
Et puis, trouver un chantier qui fasse sens aussi. Dans une organisation comme Chambord, la dimension sociale et environnementale est fondamentale. Environnementale, je pense qu'on la comprend assez facilement parce qu'elle est partout. La dimension sociale doit être aussi parce que si Chambord est entouré de murs, c'est pas un isolat. Ça doit être ouvert sur le monde. Cette ouverture, eh bien, c'est aussi l'ouverture sociale. Mais au-delà de ça, on a une responsabilité de formation. Quand on est monument historique, patrimoine historique comme Chambord, patrimoine mondial de l'humanité, cette obligation de transmission, elle est évidente. Et la transmission en alliant la vocation sociale et humaine. Vous imaginez quelqu'un qui apprend son métier de maçon du bâti historique sur le mur de Chambord, c'est fantastique. Avec des gens qui le forment et qui transmettent. Il y en a même un qui a participé au chantier de rénovation des lanternons qu'on vient d'achever. Il est venu faire le mur et il se retrouve dans l'équipe qui rénove les lanternons du château. Donc du mur, il est arrivé au château. Belle réussite, hein, grâce à Actavista. Et puis ça laissera une trace visible, parce que ce mur, vous le voyez de partout. Donc c'est très gratifiant de voir le résultat d'un travail que tous nos visiteurs, de toute façon, voient en arrivant à Chambord. Je vous dis, c'est une frontière, une limite, et c'est l'entrée dans le domaine. On va d'ailleurs le valoriser de plus en plus, pour montrer que quand on entre à Chambord, c'est pas le parking, là. C'est quand on passe les murs. Puisqu'il est aux responsabilités, on a évoqué avec Pierre Dubreuil sa vision plus personnelle et sensible du domaine, mais aussi une question beaucoup plus pragmatique, comment finance-t-on cette restauration ? Car le budget est colossal. Le mur mesure 32 km de long. Et sans compter l'inflation actuelle, pour en restaurer 1 mètre linéaire, il faut compter 1 000 €. On cherche des pistes pour pouvoir développer du mécénat et financer ce mur, parce qu'il faut que chacun en apporte une contribution dans la reconstruction. On a un projet de mécénat avec la ville de Saint-Hubert en Belgique. On va essayer de lever du mécénat commun pour permettre de rénover 25 km de murs sur 10 ans, je crois. Je vais aussi construire un projet Chambord 2030. Il y aura un schéma directeur de rénovation et d'aménagement dans lequel il y aura sans doute le mur. Je vais faire appel aussi à l'État, parce que 2030, ce sera un anniversaire. C'est les 100 ans d'acquisition de Chambord par l'État, en 1930. Parce que c'est l'État qui a sauvé Chambord. Finalement, c'est la République qui a sauvé Chambord. Un château créé par un roi, et quel roi, sauvé par la République en 1930, parce qu'il commençait vraiment à péricliter. Il n'était plus entretenu, et finalement, un siècle plus tard, je voudrais qu'on se dise que l'État a redonné, avec des contributions privées, tout son lustre à cet établissement public, en faisant un lieu d'accueil et d'insertion. Et c'est ça qui m'anime tous les jours, peut-être toutes les nuits aussi. Enfin, c'est comme ça. Vous êtes gardien de quelque chose, d'une part de l'histoire nationale et de ce patrimoine. Et moi, je me sens une responsabilité, c'est de rendre ce domaine plus sensible dès que vous entrez, dès que vous passez le mur. De vous sentir à Chambord quand vous passez le mur. Ce fameux mur dont on parle. Et il faut avoir vu Chambord. C'est pas un château de la Loire comme les autres. C'est un lieu à part. Vraiment. On vient pas visiter Chambord pour aller voir la chambre du roi. On peut maintenant, parce qu'on a une évocation, mais c'est pas le sujet principal à Chambord, franchement. Chambord, c'est une vision d'abord. C'est un songe, une puissance évocatrice de l'imaginaire. Et il y a cette part de mystère. Vous savez pourquoi ici ce château a été construit ? Alors que c'était un marécage insalubre. Insalubre l'été, où il y avait sans doute du paludisme. L'hiver, c'était infréquentable, il faisait froid, humide. Et c'est là. C'est pourtant là, à cet endroit-là, et pas à Romorantin, où ça aurait pu être le cas, que ce château a été construit. C'est la part de mystère dans l'histoire. Hein. Personne aujourd'hui n'a su répondre précisément à cette question. C'est en tout cas immatériel, irrationnel, et pour tout vous dire, surnaturel. Ici, c'est un lieu surnaturel. Naturel et surnaturel. C'était l'épisode 50 du Sens de la visite, Chambord, un mur qu'on restaure. Merci à toutes celles et ceux qui se sont exprimés à notre micro et à vous qui venez de les écouter. Sachez que le domaine national de Chambord organise dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains, un salon des métiers d'art où les équipes d'Actavista seront présentes. L'occasion pour vous d'échanger avec elles et de découvrir un peu plus leur action et les spécificités de la maçonnerie du bâti ancien. Toutes les informations et la programmation complète de ce week-end sont à retrouver sur le site internet chambord.org.
Et pour connaître les autres chantiers d'insertion et de formation professionnelle menés par Actavista sur la restauration du patrimoine, rendez-vous sur actavista.fr. Nous espérons en tout cas que le sujet de cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous. Comme d'habitude, retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux et sur notre site internet sensdelavisite.net. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de l'art.